Avant de vous exposer mon propos, je voudrais vous présenter le plan pour que vous suiviez. Parce que j'ai l'impression que ce que je vais vous proposer, ça va à huer à diable. Je ne sens pas ça comme une cohésion bien... Voilà. Les pierres n'ont pas pris dans le ciment, mais c'est pas... Donc je vous présente le plan. Donc dans un premier temps, je vais parler de l'occasion de la Saint-Vincent. On est à la Saint-Vincent, donc une occasion là. Il faut dire quelque chose sur Saint-Vincent. Vous savez que ce n'est pas mon fort habituellement de parler des saints. Mais je vais faire un effort particulier pour vous parler de ce saint-là. Parce que c'est quand même l'occasion de nous réunir ici, et c'est plutôt sympathique. Ensuite, j'aborderai l'opposition entre les partisans du vin et leurs détracteurs. Il y a des détracteurs. Et je pense que je vais essayer, dans un premier temps, à leur donner, à ces détracteurs, la parole en premier. Il y a des gens qui sont contre l'éloge du vin. Alors je vais faire un éloge du vin. C'est le thème de ce soir, c'est l'éloge du vin. Donc je vais d'abord parler et donner la parole aux détracteurs. Ils n'ont pas tout à fait tort, ces détracteurs. Ils disent des choses qui sont justes, même si ce n'est pas globalement de leur point de vue. Ensuite, on en viendra au vin comme objet sacralisé dans la culture. Nous avons une culture qui sacralise le vin. Et cette culture, elle dépend en grande partie de la culture gréco-judéo-chrétienne. Cette culture-là a fait beaucoup, énormément pour le vin, énormément, aussi bien la culture grecque que la culture chrétienne. Et donc, ça va me permettre de soulever un éloge du vin. Et je vais donc utiliser les mythes grecs et les philosophes grecs. Les mythes grecs, vous allez voir, il y a deux personnages, un c'est Dionysos, bien sûr, qui va nous parler du vin. Et puis, ensuite, je vais utiliser la mythologie chrétienne. La mythologie chrétienne, bien sûr, ça se passe autour de Jésus. Voilà, le mythe de Jésus est un mythe central pour le vin. Vous allez voir, comment on pourrait boire du vin s'il n'y avait plus Jésus. Voilà, c'est extraordinaire. Donc voilà pour l'éloge. Et ensuite, je voudrais faire un saut énorme pour parler du vin d'aujourd'hui, avec la philosophie d'aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un philosophe qui est encore vivant, qui a près de 80 ans, qui s'appelle Clément Rosset, qui est un grand philosophe, qui n'est pas très connu parce qu'il écrit très simplement. Voilà, en général, les philosophes qu'on présente sont des philosophes dont on ne comprend pas ce qu'ils écrivent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont de grands philosophes. Voilà, en grande partie parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Clément Rosset est d'une clarté extraordinaire. Alors, il fait aussi l'éloge du vin. Il fait aussi l'éloge du vin, je vous dirai pourquoi. Et il fait l'éloge à la fois de la vertu du vin, comme le font les Grecs et Jésus, pour la vertu du vin, et notamment à propos de l'euphorie. L'euphorie peut permettre de dégager un éloge du vin, un éloge de la vertu vinique. Mais ce qui est encore plus difficile, et ça me sera difficile à vous expliquer, je vous demande beaucoup de gentillesse à mon égard, parce que c'est pas très facile. Je voudrais faire l'éloge d'un vice qui est l'ivrognerie. Alors c'est pas moi qui vais le faire, je vais rendre la parole à Clément Rosset. Clément Rosset fait l'éloge du vice de l'ivrognerie, en montrant que l'ivrognerie est une voie vers la philosophie. Il faut le faire. Alors vous verrez, c'est un ivrogne très particulier, mais je vous demande d'essayer d'épouser sa thèse pour essayer de rentrer dans la logique de ce Clément Rosset. Je vous disais que c'est quelqu'un de simple, mais justement là, je vous explique quelque chose qui est particulièrement compliqué. Je vais essayer de le rendre simple. Voilà le plan de mon propos pour ce soir, et après on fait un débat, et après on boit. Et on boit et on philosophe, bien sûr. Et y compris si on tend jusqu'à l'ivrognerie, c'est pas grave, on sera encore des philosophes. Bien sûr que le vin est de notre culture. D'ailleurs, nul ne peut échapper à sa fréquentation, que ce soit comme buveur ou comme abstinent. Celui qui ne boit pas de vin se fait remarquer comme celui qui boit du vin. Il est difficile d'être indifférent au breuvage, à ce breuvage. Les récalcitrants et les partisans se disputent autour des méfaits du vin ou des bienfaits du vin. Le vin peut être de dépravation ou de spiritualisation, vice ou vertu. Parfois les deux conjointement, donc allons-y pour un éloge du vin comme vertu et comme vice. Examinons tout d'abord l'occasion qui nous rassemble ce soir. Il y eut en 304 de notre ère un Vincent qui mourut à Valence en Espagne. Il était en charge
de quelques responsabilités ecclésiales à Saragosse. L'iconographie le présente, et notamment à Narbonne, entouré de 2 ceps de vignes portant des grappes de raisin. Son patronage des vignerons repose sur plusieurs hypothèses, aussi farfelues les unes que les autres. Mon hypothèse, selon laquelle le nom de Vincent s'entend comme l'association du mot vin, VIN, et sang, SANG, pas plus folle que d'autres, mais pas plus raisonnable que d'autres non plus, bien sûr. D'autant plus que Vincent, quand même, Vincent versa son sang pour son Dieu, comme martyr. Il y gagna la sainteté et notre vénération, y compris la vénération laïque de ce soir. C'est pas rien d'avoir la vénération religieuse plus la vénération laïque, pour le faire. Alors l'Église catholique le célèbre le 22 janvier. Cela tombe bien puisque c'est le jour où traditionnellement les travaux de la vigne reprennent. C'est le jour où commence la taille d'hiver. La taille s'opère quand le froid de l'hiver a permis le retrait de la sève des sarments. La taille régule la quantité et la qualité du raisin. La taille est nécessaire à la récolte d'un fruit porteur d'une promesse, celle d'un nectar sublime. Vincent est donc tout trouvé pour célébrer le travail du vigneron. Ça tombe bien et nous y sommes en plein. Maintenant, examinons un peu la place du vin dans notre culture, dans nos pratiques. Dans ce pays qui est le nôtre, nul n'échappe à la consommation du vin. Même les enfants, pendant les repas de fête, ils sont encouragés. Qu'une religion l'interdise paraît comme un anachronisme. Ce n'est pas tant l'interdit qui choque que son objet, le vin. En effet, la religion, les religion rime avec interdit, on le sait, cela va de soi. Mais que ce soit sur le vin, paraît au buveur tout juste inconcevable et inconvenable. Donnons néanmoins, pour commencer, la parole aux adversaires du culte vinique. Le vin est un passage obligé. D'abord, il faut boire pour être des nôtres. On le chante, il a bu comme les nôtres, il est des nôtres. Ensuite, ce vin passe pour un aliment notoire, à l'égal du pain. Le pain et le vin ont même été sanctifiés par une religion en corps et sang de son Dieu. Aliment spirituel, aliment corporel, nourriture de l'âme, nourriture du corps. Le vin soutient-il la croissance et la conservation de notre organisme? On peut en douter. Le vin comme nourriture est une appellation d'origine religieuse avant d'être un argument de vigneron. Et puis, puisqu'on produit le vin, il faut bien le vendre. Bien sûr. Certes, le vin ne manque pas de propriétés désirables, la désinhibition, l'euphorisation, l'ivresse, leur agrément est assuré, doublant le plaisir du palais et du nez. Néanmoins, le vin est une drogue. Eh oui, c'est une drogue. C'est une vérité sur le vin. C'est la vérité. Le vin passe pour une drogue utile, certes, mais une drogue quand même. Elle soignerait, paraît-il. Le vin serait-il un alicament, c'est-à-dire un mix entre un aliment et un médicament, réduisant quelques troubles de santé? Cela est très contesté. Je voudrais vous raconter une histoire qu'on rencontre souvent. Vous avez rencontré cette histoire. Vous êtes en groupe et on vous dit, tu sais, dimanche, tu ne voudrais pas venir, on va faire une petite fête entre nous, mais tout simple, hein, bon, comme ça, truc, on va pas faire grand-chose, hein. On va mettre des chips, des tiels, quelques tiels, quelques moules, quelques huîtres, puis on va prendre du jus de fruits pour les enfants, oui, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment trop bébés encore. Et puis après on prendra du vin, mais pas d'alcool, l'alcool non, pas d'alcool. On entend souvent ça, c'est-à-dire le vin serait sans alcool. Bon, non, c'est de l'alcool, mais pour les vignerons, c'est pas ça qui est bien avant. Ceci étant dit, l'obligation de consommer du vin peut devenir insupportable. Marcus Malt, dans son roman Le Garçon, prix Femina 2016, écrit sur la place du vin au début du XXe siècle. Nous avons de cette époque un héritage. Marcus Malt écrit, je m'excuse, la citation est longue et vous verrez un peu décalée par rapport à notre siècle, mais pas tout à fait. C'est une époque où l'on prête au vin toutes les vertus thérapeutiques et médicinales comprises. Le vin tue le ver. Il est naturel, dit-on. Il prolonge la vie. Pas de meilleur remède, dit-on, en cas de fièvre ou d'anémie. On en prescrit aux enfants,
on devrait l'imposer au biberon, au sein de la mer. Du vin, du début à la fin. Son apologie ne connaît point de limite. Sa consommation non plus. Dans les cabarets, en ville, le petit peuple s'assomme au gros rouge, au jaja à 6 sous. Dans les cafés, les bourgeois des bourses, pour le nectar plus subtil, plus rare, s'engourdissent avec des millésimes plus civilisés. Dans les campagnes, les paysans se trouent l'estomac avec l'aigre piquette qu'ils fabriquent eux-mêmes au détour d'une récolte. Du vin, du haut en bas, dans chaque strate de la société, nul n'y échappe. C'est l'esprit commun, l'union sacrée. Il y a une chose qui fait le lien dans la recette de la nation, c'est bien le pinard. Car, en plus de tout soigner, de tout guérir, le vin est un breuvage patriotique. On méprise les germains buveurs de bière. On se défie des buveurs d'eau, d'où qu'ils sortent. Le vin seul le vin, esquisse humeur de notre terre prodigue, sel et sang de notre beau et grand pays. Vin, monsieur, c'est la France. Levez le coude, c'est saluer le drapeau. Dès lors, vous conviendrez qu'il n'est plus question ici de mœurs et de goût, mais simplement de devoir. Voilà, la citation s'arrête là. Est-ce aujourd'hui différent? Oui, certes, c'est différent. Depuis 1960, la consommation du vin en France par habitant de plus de 14 ans, a diminué, passant de 130 litres à 55 litres par an. Soit aujourd'hui près de 2 litres par mois et par adulte. Au milieu des années 50, elle était supérieure à un demi-litre de vin par personne et par jour. Soit plus de 15 litres par mois. Et en 60 ans, nous sommes passés de 15 litres à 2 litres par adulte et par mois. Une importante réduction. La jeunesse, elle, s'adonne de préférence aux alcools forts et le prolétaire de la bière. Mais le rouge sert encore à irriguer nos artères. L'anémie, ce manque de globules rouges, sera combattu par le vin. Les épisodes chagrins et dépressifs y sont aussi recours de manière plus ou moins durable. Le vin est un pilier essentiel de notre culture et de notre bien-être. Cela date depuis longtemps dans les pays du Sud. Alors voyons depuis quand ça date. La consécration du vin est scellée dès la Grèce antique. Dans la culture grecque, l'introduction du vin, son invention, repose sur 2 mythes. Le premier mythe, c'est celui qui met en scène un berger qui s'appelle Staphylos. Je vous raconte l'histoire, elle est très brève. Faisant paître ses chèvres, le berger s'aperçoit que l'une d'entre elles revient au troupeau toujours en retard et d'une humeur joyeuse. Étonné et curieux, le berger la suit et la voit manger des fruits en grappes. Le berger confie son observation à son roi. Le roi fait presser les grappes de la vigne. Le jus de raisin devient, au bout de quelque temps, du vin. Le vin est une boisson noble, une boisson royale. Ça, c'est le premier mythe. Le second mythe met en scène Dionysos. Dionysos est un amant, parmi d'autres. Là, c'est un amant, c'est pas une amante, c'est un amant. Cet amant s'appelle Ampélos, qui signifie en grec ancienne vigne. Ampélos, ancienne vigne. Son amant meurt accidentellement. Pour conserver le principe de vie de son amant, Dionysos transforme le sang de son bien-aimé en vin. Dans ce cas-là, c'est le sang qui devient du vin. Vous verrez que pour Jésus, c'est le contraire. Le vin a une origine sacrée. Le vin est vie. Le vin célèbre aussi l'amour entre Dionysos et Ampélos. Dionysos porte avec lui un élément civilisationnel majeur, en inventant le vin. L'historien Thucydide déclare que les peuples méditerranéens commencent à sortir de la barbarie quand ils apprennent à cultiver l'olivier et la vigne. La culture de la vigne et de l'olivier marque le passage du nomadisme au sédentarisme. L'huile et le vin nécessitent une transformation de la matière première. Il ne s'agit plus seulement de cueillir avant de consommer en direct le fruit, mais il faut le transformer. Le jus de raisin nécessite moult opérations avant de devenir vin. Avant d'être bu, en Grèce, le vin lui-même sera préparé, apprêté à sa consommation. Il est coupé de miel, d'herbes, d'épices et même d'eau salée. On le boit pour lui-même, le vin. La consommation du vin est ritualisée en fin de banquet. On ne boit pas du vin en le mélangeant aux aliments. À la fin du banquet, on boit du vin. Il entretient les conversations et les discussions. Par le vin, Dionysos sera un dieu civilisationnel. Curieusement, ce dieu civilisationnel est un étranger aux cités grecques.
Il est étranger aux cités grecques qu'il traverse. C'est un vagabond. Il suscite la méfiance. On hésite de l'accueillir. C'est un peu comme à Metz, vous savez, il y a pour le moins de la réticence à accueillir les étrangers. L'étranger civilise, mais il dérange. Dommage. On ne retient de l'autre souvent que ses parts obscures, et de nous on retient que nos brillances. C'est comme cela, avec Dionysos et cité grecque. Comme les étrangers, les Mésois, c'est un peu le même système. Voyez. La cité grecque vénère le dieu Apollon, dieu de l'équilibre, de l'harmonie. Dionysos, lui, est le dieu de l'excès. L'excès vinique, par exemple. L'ivresse, comme l'extase que procure le vin, fait néanmoins partie de la civilisation grecque. Le vin est donc à la fois raffinement et bestialité. Le vin est humain. Et puis, ne l'oublions pas, à son origine, le vin célèbre l'amour entre deux amants. Le vin est souvent un présent, d'ailleurs, aujourd'hui offert par les invités à un repas. Quand vous êtes invité à un repas, vous offrez du vin. C'est signe d'affection, d'amour. Que disent les philosophes de la Grèce antique quand ils dissertent sur le vin? Platon, par exemple. Platon, c'est 350 avant notre ère. Ça fait un moment. Il déclare, chose bizarre, que le vin est nécessaire à la cité. Pourtant, il ne déclare pas nécessaire aux humains. Ce n'est pas utile aux humains, mais c'est nécessaire à la cité. Le vin est avant tout une nécessité sociale. Le vin est le moteur de la vie sociale. Que ce soit lors des banquets où la chose publique est débattue, ou lors des libations où les dieux sont honorés. Pour Platon, le vin est un besoin social. Le vin serait nécessaire à la vie de la cité. L'euphorie délie les langues et produit de la communauté. Par contre, l'ivresse isole. L'ivrogne rend vociférant ou taiseux. Les buveurs se groupent, les ivrognes s'excluent. L'euphorie libère du surmoi et de la morale. L'ivrognerie isole. Se défaire de la morale est bien mal vu par Platon. Pour cela, il vante plutôt la sobriété. Socrate, son maître, n'a jamais été vu sous. Il sera un exemple pour tous les philosophes de la Grèce. La consommation débridée peut être délibérée et non accidentelle. S'exclure par la beuverie peut être recherché. L'ivrognerie est souvent une tentative opiniâtre de s'exclure de son milieu. Une réponse à l'incapacité douloureuse d'y trouver une place satisfaisante dans son milieu. On boit alors pour oublier, comme on dit, pour oublier une situation tenue pour intenable. Pour s'oublier, on ne boit avec des mesures que pour s'absenter, pour se mettre out, pour se mettre KO, pour manifester l'intenable du réel, pour se dispenser parfois d'une sexualité encombrante. Je ne suis pas à la hauteur de la sexualité que je devrais mettre en œuvre ce soir, donc je vais boire de l'alcool, comme ça, c'est parce que je suis sous, je ne pourrais pas m'exercer à mes activités sexuelles favorites. La recherche de la solitude par l'ivrognerie peut aussi être tentative d'échapper aux conduites moutonnières, aux conduites réprouvées du troupeau, puisque l'ivrogne s'isole du troupeau. Pour certains Grecs, la consommation du vin est une faiblesse. La puissance guerrière de Sparte se trouve, entre autres, dans le bannissement de la consommation d'alcool. Les Scythes et les Thraces, eux, boivent leur vin pur, c'est-à-dire non coupé, jusqu'à plus complète débauche. Ils sont considérés par la plupart des Grecs comme des barbares. Ils boivent du vin, ça n'arrange rien. Le vin provoque une intensification des sensations. Pour Platon, le vin a une fonction politique. Il déclare, je cite, « Chacun se sent devenir plus léger, s'exalte, se réjouit. Chacun est submergé par le franc-parler et l'incapacité d'écouter ses voisins. Il se croit capable de se gouverner lui-même et de gouverner les autres. » Politique et alcool. Par contre, pour Platon, l'ivresse nous ôte toute maîtrise de nous-mêmes, nous livre à l'impudeur, au manque de retenue. L'ivresse conduit à la honte en s'exposant et en exposant notre nature. Par contre, le banquet où l'on boit avec mesure libère la parole politique. La boisson vinique donne du courage à s'exprimer, mais la mesure est requise comme garant de la maîtrise de soi. Gage, si on est maître de soi, d'être capable d'être maître dans la gouvernance des autres. L'exemple suprême en la matière, c'est Socrate, qui avait raison tout le temps, nous dit Platon, et que jamais personne n'a vu vivre. S'il a raison tout le temps, c'est qu'il ne boit pas. En tout cas, il ne se saoule pas. On ne peut pas dire d'ailleurs la même chose du fameux poète Aristophane et du célèbre général
Alcibiade, ce dernier étant prompt à rouler sur la table, en présence de Socrate. En définitive, l'excessif contrôle de soi, comme son manque, est nuisible au débat politique, au débat philosophique aussi. En effet, le débat nécessite une sociabilité approfondie qu'apporte la consommation modérée de vin. Nous nous souviendrons tout à l'heure, quand nos amis Cécile et Jacques nous offriront un verre de vin. Modérément. Ça, c'est Platon. Maintenant, les stoïciens. C'est simple. Pour les stoïciens, le sage ne doit pas boire. Donc, si les stoïciens, ils pourront sortir plus tôt. Épictète considère que le sage doit s'abstenir de tout luxe et donc du vin. Le vin est un luxe. Le philosophe doit boire de l'eau. Le sage doit éviter les banquets car le contact avec des buveurs de vin peut le détourner de la sainte réflexion au profit de la gloutonnerie, des divertissements, de la drague, de l'indécence des conduites qui accompagnent toujours la beuverie. On verra ça ce soir. C'est son produit. La nécessité sociale de constituer un groupe autour d'une pratique ludique commune n'est pas reconnue par les stoïciens. Le banquet doit rassembler des individus absolument en pleine possession de leurs moyens, c'est-à-dire absolument sobres. Il y a les stoïciens, il y a les épicuriens. Ah, c'est autre chose. Qu'en disent-ils? Le vin est une bonne chose à consommer. Si on ne se réveille pas le lendemain matin avec la migraine, ou si sur le moment l'ivresse ne conduit pas à des conduites dangereuses, douloureuses. La consommation de vin est une pratique naturelle, certes, mais pas nécessaire. On peut vivre sans. On doit échapper aux conséquences malheureuses du boire. Est-ce que je bois, est-ce que je ne bois pas? Ça dépend des conséquences. Si les conséquences sont malheureuses, alors je n'en bois pas. Si les conséquences sont prévisibles, sont heureuses, alors je peux boire. C'est à chacun de régler la quantité absorbée selon sa physiologie propre. Épicure buvait. Lui buvait. Il buvait, mais un verre lui suffisait. Et l'eau avait sa préférence dans l'ordinaire de la vie. L'épicurien est plutôt sobre, finalement. Il n'adhère pas à la valeur citoyenne platonicienne du vin. Faire société avec le vin, c'est pas du tout épicurien. Le vin, pour les épicuriens, ne fait ni société ni authenticité. Celui qui est gai, il n'est pas authentique parce qu'il est gai. Le vin n'est pas utile pour dévoiler notre nature profonde. Boire du vin n'est qu'un simple plaisir. Alors qu'il allait mourir, Épicure prit un bain chaud pour calmer ses coliques néphrétiques et demanda qu'on lui donne une coupe de vin pur. Le vin pur est un vin fort, puissant, car non coupé d'eau de mer. Il y a une interprétation du rituel de la mort d'Épicure qu'on cite rarement, mais je vous la livre, c'est une interprétation un peu bizarre. Interprétation sur le rituel mortuaire concernant Épicure. Indique que l'eau de la baignoire préfigure le passage de ce monde à un autre monde, et le vin pur symbolise une ultime jouissance accompagnée d'une euthanasie. La consommation de vin pur avait la réputation d'être mortelle. Avons-nous affaire à un suicide au vin avec Épicure? Peut-être. Qu'en est-il de l'usage des alcools forts d'ailleurs pour les adolescents? S'agit-il d'un rituel répété d'épreuve de la mort? Je laisse la question ouverte. Enfin, à propos des philosophes, on ne peut pas éviter de parler d'Aristote, même si c'est très bref. Aristote, c'est à peu près à la même époque que Platon, parce qu'il a été l'élève de Socrate comme Platon. Le vin est une boisson parfaitement naturelle, mais les conséquences de son ingestion sont de la seule responsabilité du buveur. Le buveur est responsable de son état. Le vin produit de la bile noire, dit Aristote, portant à la mélancolie, et favorise des actes répréhensibles comme la violence, notamment en matière de sexualité. Aussi, pour Aristote, les gens ivres font bien de rester entre eux. Bon conseil. Venons-en maintenant à la mythologie chrétienne. Autour d'un personnage, qui efface beaucoup d'autres personnages, c'est le personnage de Jésus. Que nous disent les histoires racontées sur la fiction christique? Jésus boit du vin, comme tous les Juifs de son temps. Il participe à de nombreux repas auxquels il est invité. Outre le repas solennel des fêtes juives, Jésus est accueilli à bras ouverts à l'ordinaire comme maître à penser, comme rabbi. La Palestine produit d'excellents vins, C'est un vin rouge, très sombre, presque noir, très épais, riche en tanins et en alcool. Il est consommé coupé d'un peu d'eau. Les familles riches le consomment à la gréco-romaine, c'est-à-dire aromatisé au thym, à la cannelle, à la rose, au jasmin. Le peuple, lui, préfère le vin sans additifs, et même le vin pur.
le gros rouge qui tache. Jésus boit des deux, du vin coupé ou du gros rouge qui tache. Le vin est filtré, bien sûr, avant de le boire. Certains s'y autorisent même à consommer du vin le jour du sabbat. Les techniques de coupage sont connues et pratiquées entre vin faible et vin corsé. Ils ont une connaissance œnologique puissante, les Palestiniens. Jésus semble respecter les usages alimentaires de ses hôtes, juifs ou païens. Il est peu formaliste, il consomme toutes sortes de vins. Aussi, les pharisiens, qui appartiennent à la secte intransigeante de la stricte observance de la lettre de la Torah, disaient de lui, voilà un glouton et un ivrogne. On n'a pas dit ça à l'église. Les pharisiens le traitaient de glouton et d'ivrogne. Pour les juifs dévots, le message de Jésus se rapproche trop de celui des païens, adeptes de la tradition gréco-romaine du banquet, dont le but affiché est d'atteindre par l'ivresse le monde des idées. Et Jésus semble partisan d'une sobre ivresse, capable de procurer à l'âme la joie spirituelle. La sobre ivresse est une préfiguration pour Jésus du ressenti de la vie paradisiaque. Tout à l'heure, on va toucher la vie paradisiaque. Dès son début, le christianisme condamne l'ivrognerie. Il préconise la modération. La soif spirituelle ne justifie pas, évidemment, de s'enivrer. La matière ne doit pas dominer l'esprit. Il convient d'être attentif à la prépondérance du spirituel sur le corporel. Si la douce et sobre ivresse est préfiguration des charmes de l'au-delà, il convient de se garder des excès. L'habiture, la cuite, conduit à l'oubli du spirituel. L'excès est néfaste et catastrophique. L'euphorie, l'impression du bien-être est seule encouragée comme expérience annonçatrice du paradis. L'ivresse est aussi une manière de combattre le vide intérieur. Luc, l'apôtre Luc, dit Saint Luc, influencé par Paul, condamne dans les Actes des Apôtres ces hommes qui, vides de l'essentiel, se remplissent de vin et s'enivrent au lieu de se remplir de Dieu. De quoi vous remplissez? De Dieu ou du vin? Plus ils sont vides, les hommes, et les femmes aussi bien sûr, plus ils boivent, fait remarquer Luc. Le vin peut servir donc de succédané à l'essentiel. Le vin peut remplacer Dieu. C'est pas rien. Même si c'est pour s'en fâcher du point de vue de Luc. Mais il n'empêche qu'il reconnaît que c'est possible. À l'impossibilité de donner un sens à sa vie, lui-même préfère se saouler. C'est une moyen de surmonter l'absence de sens à sa vie. Aussi, l'abus de vin nous dispense de la croyance en l'existence d'un sens à la vie. Avec le vin, l'au-delà est vain. C'est une bonne leçon. Rappelez-vous déjà, c'est pas mal. Avec le vin, l'au-delà est vain. Ce soir, avant de vous endormir, la prière du soir, avec le vin, l'au-delà est vain. Michel, la gueule de bois du lendemain, ça va les idées en place. Ça va conduire à la spiritualité. Ou à la spiritualité. Ouais, la spiritualité. Bien sûr. Ça, c'est les épicuriens qui disent vous buvez, c'est bien de boire, mais attention aux conséquences. Si les conséquences sont positives, vous pouvez boire, et si elles sont négatives, vous ne buvez pas. C'est toujours une réflexion d'économie de consommation. À petite dose, le vin octroie légèreté et vivacité de l'esprit. Au contraire, à forte dose, la lourdeur et l'engourdissement l'emportent. L'apôtre Luc le reconnaît d'ailleurs. Il dit ceci: tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent dans la débauche et dans l'ivrognerie. Il savait, il a l'expérience. Il reste que la consommation mesurée de vin contribue à rendre les banquets terrestres semblables aux banquets célestes. Jésus use de la symbolique du vin. Il l'anoblit, il va sanctifier le vin. Le vin a dorénavant une potentialité avec Jésus sacré. Deux histoires en témoignent. Les noces de Cana et la scène. Il s'agit pour la première et la dernière de performance de l'homme-dieu Jésus. Il va faire des performances. Aujourd'hui, on appelle ça une performance. Avant, on appelait ça, et dans l'église, on appelle ça un miracle. C'est une performance. Il fallait le faire. La performance appelée miracle est destinée à frapper émotionnellement l'imagination des témoins. De l'eau est transformée en vin pour le premier miracle, et du vin est transformé en sang pour le second miracle. On va voir ça, comment ça se passe dans le détail. Rappelez-vous, avec Dionysos, c'est le sang qui est transformé en vin. Jésus va transformer du vin en sang. Alors voyons d'abord Cana, les noces de Cana. Nous nous trouvons à ce moment-là, au tout début de la vie publique de Jésus, 3 jours après son baptême par Saint Jean-Baptiste, qui annonce sa mission divine.
il est lancé dans la mission salvatrice de l'humanité. Il est un peu comme le début des primaires, vous savez, là, alors ceux qui se lancent avant les primaires, c'est un peu ça. Voilà. Et déjà, il a quelques disciples, il y a des gens qui le rajoutent, déjà. Donc quand il va aux noces, il est avec quelques disciples. Pas beaucoup, il n'y a pas les 12, il y en a quelques-uns. Et les mariages durent des semaines. 5 jours, c'est un minimum pour un mariage. Donc on mange, on fait ripaille, etc. Et on consomme de la nourriture. Et il y a beaucoup de monde, il y aura 100 personnes, un petit mariage, etc. Et dans les noces de Cana, ce sont des amis d'amis qui ont invité Marie et son fils Jésus à ça. Et dans les derniers jours, 4e, 5e jour, il y a encore 2 jours à tirer, le maître vient à l'oreille de Marie et dit « Il se passe un truc terrible pour ce mariage, il se passe terrible. On n'a plus de vin. Comment on va faire? Et acheter du vin, c'est très loin, on ne peut pas. Comment on va faire ?» Marie apaise le maître de maison et lui dit « Écoute, allez voir Jésus et dites-lui. » Oui, mais non, dites-lui que vous ne m'avez pas. Dites-lui ce qui se passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Dites-lui, il va s'arranger. Et donc, le serviteur va voir Jésus et dit, je viens parler au nom de mon maître parce que nous sommes à court de vin. Et Jésus lui dit, vous avez des amphores d'eau vide, oui, mais vous allez les prendre et vous allez les rincer. Et vous allez les remplir d'eau. Et puis après, vous servirez. Il rince, remplissent d'eau, il repose à l'endroit où c'était, et puis je suis venu, servez. Et on sert cette eau. Et là, stupeur, cette eau, c'est du vin. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que habituellement on gardait le mauvais vin pour la fin. Parce que les gens disaient, ils se souviennent d'un sou, ils ne s'aperçoivent pas ce qu'ils boivent. Mais le dernier vin, c'est le meilleur des vins. Et donc tout le monde à table dit, mais on a encore du vin, et en plus c'est de l'excellent. Voilà l'histoire. C'est pas beau ça? Alors le vin, bien sûr, va réjouir les cœurs. Ça veut dire que, quand je dis que le vin réjouit le cœur, c'est qu'il ne se contente pas d'étancher la soif, comme le ferait l'eau. Alors que le pain nourrit le corps. Le vin, lui, répond à un désir, pas à un besoin, comme le pain. C'est pas mal, ça. La vie bienheureuse requiert la consommation festive et fraternelle, communautaire du vin, et du meilleur vin. Ce récit troubla tellement de nombreux chrétiens, suspectèrent d'avoir affaire à une histoire inauthentique, à un conte populaire et païen christianisé. En tout cas, la vie bienheureuse, ici-bas et au-delà, n'est pas vouée à l'austérité. Jésus offre du vin et du meilleur à des convives ayant déjà abusé de cette boisson. Quelques aigris diront même dans leurs commentaires que les convives étaient tellement éméchés qu'ils ont confondu l'eau et le vin. Mauvaise langue. Comme premier miracle d'introduction dans sa vie publique, le personnage de Jésus fait fort. Premier miracle. Il récidivera avec ampleur quand à la fin de sa vie, il transformera du vin en sang nommé, qui sera partagé en signe de fraternité. Cana préfigure la scène. Changer l'eau en vin, c'est aussi transmuter un besoin de boire de l'eau en un désir de réjouissance. C'est la reconnaissance de la légitimité du désir, de se faire du bien. L'humain ne vit pas que de la satisfaction de ses besoins. L'humain est voué au désir et au plaisir. C'est ça qui est écrit. Ça, on ne le raconte pas comme ça à l'Église. On le raconte autrement. Parce qu'on le raconte sous la domination de Paul, dit Saint Paul, bon, qui noircit tout le tableau. Voilà. Mais c'est ce qui est écrit dans les évangiles. Mais ça a été détourné. Voilà. La plénitude et la béatitude, en langage religieux on appelle ça le royaume de Dieu, est comparable à un banquet où le fruit de la vigne est donné à profusion. Telle est la pensée des peuples de la Palestine il y a 2000 ans. Maintenant, voyons une autre histoire, la scène. C'est le dernier repas. Jésus partage son repas avec ses disciples, ses 12 disciples. Le rabbi va consacrer, dans les deux sens, le vin. Il s'agit d'un repas d'adieu, parce qu'il sait qu'il va mourir. D'adieu dans les deux sens, ça veut dire de revoir et rendez-vous pris auprès de Dieu le Père, à ses disciples.
selon Luc, qui est toujours dans les récits le plus précis, voilà ce qu'il raconte. C'est le moment de manger, il mange, et à la fin du repas, il se lève au milieu de ses disciples, le regarde, stupéfait de cette prédominance, parce qu'en général c'était un gars plutôt sympa et plutôt discret, Jésus. Là, il prend un air solennel, et il dit: je vais vous quitter, et on se regarde plus, sauf auprès de mon Père. Ici, ils sont effrayés, parce que ce n'est pas des gens courageux, on le verra dans la suite de l'histoire. Ils sont un peu effrayés. On le quitte, mais on l'aime, mais on peut le quitter, il est Dieu, il va vivre, c'est pas possible que Dieu meure. Il dit: oui, je vais le quitter. Mais ce qui nous a rassemblés, c'est une force. Cette force, c'est moi qui la porte. Et je vais vous donner le moyen de porter cette force en mon absence. Il prend du pain, il garde un silence dessus, il le rompt, il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Et il fait pareil avec une coupe de vin. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Chaque fois que vous ferez cela, je serai au milieu de vous. Ça veut dire, vous aurez la force du collectif, la force de la communauté. Donc vous n'êtes pas seul, je vous laisse, et donc chaque fois que vous célébrerez ce pain et ce vin, alors je serai au milieu de vous, et la force de l'essentiel sera en vous. Ils ne comprennent rien. Ils prennent, ils mangent le pain, ils boivent, ils ne comprennent rien. Il faut faire longtemps pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Vous savez que pour l'Église catholique, ce n'est pas le symbole du sang, c'est vraiment du sang. C'est vraiment du sang. Les chevaliers, vous savez, se saignaient le bras et se serraient la main comme ça. Sang contre sang, c'est un geste fraternel. Le vin est consacré au partage. Le partage en banquet fait communauté. C'est pas rien de faire communauté. Mais il y a aussi Platon, il nous en parlait de ça, mais avec le niveau de Platon, quoi. Là, Jésus, c'est autre chose. Le vin et le pain sont source de vie communautaire quand il devient corps et sang partagé. Ce banquet permet la commune union. Il y a fusion de la communauté par le partage, par ingestion d'un même corps et d'un même sang. Le commun entre humains et le sang circulant dans le corps. L'unité de notre corps, c'est le sang qui y circule. Ce commun peut être partagé dans un don. Le don du sang maintient chacun dans la communauté humaine. Chaque fois que le pain et le vin seront partagés en mémoire de moi, dit Jésus, je serai parmi vous. Il y a des traductions religieuses, mais il y a des traductions ethnologiques. Et c'est celle que je choisis. Chaque fois que le partage du pain et du vin aura lieu au nom de l'essentiel, c'est-à-dire au nom de ce qui compte le plus pour vous, alors l'humanité vous habitera. Vous ne ferez plus qu'un. Vous atteindrez la parousie et la félicité. Vous avez ça quand des gens trinquent. Vous savez, il y a une coutume qui veut qu'on trinque et on se regarde dans les yeux. Parce que c'est dans les yeux que la vie passe. On trinque et on se regarde. Santé, santé, santé. Et vous avez des Bretons qui tapent sur la table. C'est pour qui? Mais ils trinquent avec les morts en mer. Ceux qui sont en mer et qui risquent de partir. C'est la communauté qui se porte, y compris avec les morts. Le vin a cette propriété symbolique inouïe de faire d'une assemblée d'individus une communauté, une collectivité, mue par un même élan vital. Le vin devient principe d'unité et de vitalité collective. Le vin est destiné à être le sang du collectif, de la communauté rassemblée, unifiée par et pour l'essentiel. Voilà pour la mythologie chrétienne. Vous voyez, c'est magnifique. C'est dommage qu'on nous l'ait volé. On nous l'a volé. Saint Paul nous l'a volé. Et depuis 2000 ans, il faut se rapproprier tout ça. Il faut se rapproprier tout ça, parce que c'est à nous. Alors, finissons ce soir avec Clément Rosset. Ah, ce Clément Rosset. 78 ans. Il est très vert. Alors, c'est un philosophe et un buveur. Philosophe et buveur. Tous les deux d'extrême qualité. Un grand spécialiste du vin et de la philosophie. Pour moi, aujourd'hui, presque le meilleur, avec quelques autres, bien sûr. Alors, quelle est sa thèse qui nous concerne aujourd'hui? Sa thèse, c'est que l'ivresse peut être une expérience philosophique décisive. Le meilleur de la philosophie se trouve dans l'ivresse. Alors d'abord, dans l'ivresse, il y a deux choses. Il y a l'euphorie et il y a l'ivrognerie. C'est deux choses différentes. On va traiter l'un puis l'autre. Commençons par l'euphorie, c'est le plus simple. Cette sensation intense d'allégresse, de joie, souvent inexpliquée et inexplicable, qui nous envahit malgré le caractère sordide de l'existence.
Il y a une euphorie, une joie inconditionnelle de l'existence qui pourtant, à la considérer avec lucidité, notre existence, est peu réjouissante. La joie semble néanmoins s'accorder avec le tragique de l'existence. La joie est paradoxale, elle répond au mot d'ordre « Réjouissez-vous, tout va mal ». Réjouissez-vous, tout va mal. Je vous renvoie au document que je vous ai envoyé, je vous fais passer. L'euphorie est un état d'exaltation, d'excitation émotionnelle, de joie intense. Au niveau physiologique, l'euphorie se décrit comme une action de la dopamine sur le cerveau. Le vin porte naturellement à l'euphorie, c'est-à-dire à la joie sans raison. Ne dit-on pas fou de joie? Il faut vraiment être fou pour être joyeux. Le vin peut conduire à cette euphorie. L'euphorie, sobre ou vinique, est une condition nécessaire à l'exercice de la vie, en toute lucidité. On ne peut pas vivre sans l'euphorie. Et le vin le permet. Comment supporter sans euphorie le caractère insignifiant et éphémère de la condition humaine? Pourquoi on existe? À quoi ça sert qu'on existe? À rien. Et ça ne va pas durer. Comment on pourra supporter ça? On supporte ça parce que l'euphorie est possible. Une euphorie sans cause profonde, mais que le vin peut dégager. L'euphorie n'est pas perte de lucidité, au contraire, elle la garantit. Il faut être pris par l'euphorie pour être lucide, parce qu'autrement c'est insupportable. La maladie, la misère, l'injustice, la guerre, la mort ont du mal à être dissous dans l'espoir. D'où l'euphorie vinique, dans l'euphorie vinique, oui. L'euphorie permet de vivre sans recours aux vains espoirs, aux illusions du bonheur par le progrès des sciences, au pouvoir même l'institution politique d'une meilleure organisation sociale. Il n'y a pas que l'euphorie. Pour Clément Rosset, il y a l'ivrognerie aussi, qui a un mérite. Le mérite d'apporter la lucidité. L'ivrogne est lucide. C'est un chemin de la lucidité. Alors, faites attention, c'est un ivrogne très particulier. C'est un aspect de l'ivrogne que vous connaissez. Je vous invite à essayer de regarder si dans l'expérience que vous avez de l'ivrognerie des autres, dans la vôtre, c'est plus difficile. Puis je sais qu'il n'y a pas d'ivrogne ici. Mais enfin, si vous avez fait l'expérience de l'ivrognerie des autres, vous essayez de voir si ce que dit Clément Rosset, on peut y retrouver. Bien sûr, l'ivrogne ne se résout pas à ce que dit Clément Rosset, c'est bien entendu. Mais il y a de ça, selon moi. Donc l'ivrognerie est en quelque sorte une voie philosophique à la lucidité. La lucidité, c'est quoi? C'est de voir les choses comme elles sont, en elles-mêmes. Le lucide voit les choses en vérité et pas, comme on dirait aujourd'hui, selon une post-vérité. Voir les choses en vérité, c'est-à-dire sans indexer le réel à nos croyances, à nos fantasmes. On voit les choses souvent en fonction de nos rêves, de nos fantasmes, de nos croyances. La vision imaginaire du réel est souvent celle de la sobriété. C'est le sobre qui voit double. Ce n'est pas l'ivrogne qui voit double, c'est le sobre qui voit double. Pourquoi? Parce qu'il voit partout un sens caché. Derrière les choses, il y aurait un sens. Il y aurait une vérité derrière les choses. Pas l'ivrogne. L'ivrogne est semblable au philosophe Déniezé. Son propos est sans profondeur. L'ivrogne est sans profondeur. Son propos est superficiel. Et c'est ça la lucidité. La lucidité, c'est ne pas croire qu'il y a quelque chose au-dessous, du superficiel. Il n'y a rien au-dessous. La profondeur des choses est un mensonge. Au fond, oui d'accord, mais au fond de toi. Mais le fond de toi, c'est un mensonge, c'est un songe. On y rêve, il ne faut pas s'y fier. Il n'y a pas d'arrière-monde au monde. L'ivrogne en témoigne. Il ne le sait pas, mais il en témoigne en pratique, en toute ignorance, en toute innocence. L'ivrogne est un simple. C'est là tout son mérite. La perception ivrogne du réel est sans fioriture. L'ivrogne n'est pas certes la seule voie vers la lucidité, ni probablement la plus recommandable. Néanmoins, elle en constitue une figure exemplaire. Malgré son hévétitude, et même grâce à elle, le buveur excessif fait preuve de lucidité. En effet, paradoxalement, l'ivrogne voit les choses telles qu'elles sont, dans leur singularité, dans leur insignifiance. Les choses n'ont pas de sens. Les choses n'ont aucune raison d'être. Le monde n'a aucune raison d'être. Franchement, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Dites-moi, l'ivrogne ne se trompe pas là-dessus. Il n'est pas trompé. Il sait qu'il n'y a pas de raison que nous soyons là. Mais nous sommes là. Il n'y a aucun sens. Ça ne mène à rien. L'ivrogne est plutôt dans la description des choses. Il dit des mots, il voit des choses. Il les dit, il les énonce. Il n'y a pas d'analyse. L'ivrogne est incapable d'analyser.
Il ne fait pas de lien entre les choses. Il parle et il désigne des objets. C'est ça la lucidité. C'est d'en rester à une description du réel. L'ivrogne est à l'école du réel à l'état pur. Il vit en contact direct avec le réel sans aucune interprétation. Pour l'ivrogne, les choses sont nues, réduites à elles-mêmes. Les choses ont bien des causes, c'est-à-dire des conditions d'existence, mais pas de raison d'être, pas de finalité. Les choses sont nues et muettes. Elles ne disent rien d'elles-mêmes. Une rose et rien de plus, comme le dit le poète. Elle ne dit rien d'elle-même. Elle ne renvoie à rien qu'à elle-même et à rien d'autre, ni au beau, ni à l'amour. Rosset cite le poète et mystique du XVIIe siècle, Angelus Linus. La rose est sans pourquoi, fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même et ne désire d'être vue. La rose ne fleurit pas, finit la citation. La rose ne fleurit pas pour nous. La rose est sans conscience, ni d'elle-même, ni de ceux qui la regardent. Elle n'est que ce qu'elle est, un point c'est tout. Pour la plupart des humains, les choses du monde renvoient à des vérités, à des essences, les philosophes adorent. Les humains ordinaires, les sobres par exemple, ne parviennent pas à considérer le réel strictement pour lui-même, sans doublure, sans double fond, sans arrière-fond, sans métaphysique. Les choses n'ont pas de pourquoi, elles n'ont que du comment. C'est ainsi que l'ivrogne pratique le réel. Les choses n'ont pas de sens. L'ivrogne vit ainsi. Rosset écrit dans Le réel, traité de lui aussi, la chose suivante. L'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possibles à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être. Ontologique, ça veut dire l'être. Car l'ivrogne voit qu'il y a la rose et qu'elle est sans pourquoi. Nous sommes là. Pourquoi sommes-nous? Il n'y a pas de pourquoi. Nous sommes là. L'ivrogne verra qu'il y a une telle personne, c'est tout. Pourquoi on est là? L'ivrogne, ça ne s'intéresse pas. Et ça, c'est la plus grande lucidité, c'est de ne pas inventer un arrière-monde. Des motivations, des intentions. Ça, c'est une invention humaine. C'est une invention, c'est un songe et un mensonge. Il n'y a pas d'intention. Et pour Clément Rosset, c'est ça, le fond de la lucidité philosophique. Le monde est le monde, voilà tout, et pas plus. Le monde est le monde, et cela pour rien. Le vin nous aide à vivre une existence insignifiante, de vivre, y compris joyeux, ou du moins serein, en l'absence de sens. Le buveur tempéré ou excessif peut donc être philosophe. En conclusion générale, selon la tradition philosophique gréco-judéo-chrétienne, le vin permet au buveur de vin de faire communauté. On a vu ça avec Platon et on a vu ça avec Jésus. Ainsi, les buveurs tempérés abordent joyeusement les affaires publiques. Le buveur excessif, lui, peut entrer dans une radicale lucidité. Et bien maintenant, philosophons dans l'allégresse et la lucidité. C'est à vous. Michel, moi j'ai une question à poser. Est-ce que tu pourrais revenir sur la notion du banquet? Parce que pour moi, le banquet, c'est des convives autour d'une table, on se fait une bouffe. Et là, j'ai l'impression que c'était plus... c'était des réunions politiques, c'était des convivialités. C'était quoi, les banquets? En Grèce? Oui, en Grèce. C'était des amis qui se retrouvaient, oui, qui mangeaient et qui parlaient des affaires publiques. Des affaires publiques, ils parlaient de politique, si vous voulez, mais aussi de morale, de philosophie. Quand ils en parlaient, d'abord ils mangeaient, puis ils parlaient. Et quand ils parlaient, ils buvaient. Voilà. C'était le moment où on consacrait du temps à la boisson. Mais il faut penser que ces moments-là, les gens se levaient, revenaient se coucher sur leur lit, etc. Bon, c'était un espace très grand et il y avait un aller et venu en permanence. Les gens ne restaient pas couchés en train de manger longtemps. En fait, aussi, quand tu parles de l'ivrogne, tu parles d'ivrogne qui est sous parce qu'il a bu du vin. Mais les autres alcools peuvent avoir le même effet. D'après le philosophe, là, c'est le vin qui le transcende d'une certaine manière, et pas les autres alcools. Oui, mais est-ce qu'il y a des autres alcools? Il n'existait pas peut-être les autres alcools. Pour Clément Rosset, il parle du vin, mais pour les alcools, c'est pareil. Je pense pour les alcools. Si vous voulez, c'est un grand spécialiste du vin, donc il pense au vin.
puis vous avez l'alcoolisme par le vin est plus fréquent que celui par les alcools forts. Voilà. Je pense que ça va changer, ça va changer notamment pour les jeunes. Voilà. Mais moi j'ai fait l'expérience de milieu où il y avait des alcooliques. Ils viennent te voir, ils s'accrochent à toi, ils te disent des mots, ils annoncent des choses. Tu vois, voilà. Et puis qu'ils entendent, auxquels ils pensent. Mais de tout ça, ils ne font pas de lien. Ils ne font pas de phrase, notamment. Donc quand on fait une phrase, déjà on lit les choses ensemble. Donc il n'y a pas d'analyse. Il n'y a aucune analyse. Même la plus briève, c'est-à-dire même le fait d'associer deux mots ou deux choses ensemble. Il n'y a pas ça. Donc on pense que c'est une destruction du langage. Bon. Ce que fait remarquer Rosset, c'est qu'au moins ils en restent à l'écume des choses. Parce qu'il n'y a que d'écume. Les choses ne sont que dans l'écume. Ils sont un ras de pâquerettes, parce qu'il n'y a que le ras de pâquerettes, il n'y a rien dessous. Voilà. Alors bien sûr, c'est une philosophie très particulière, de considérer qu'il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a pas d'arrière. Les choses sont ce qu'elles sont et elles n'ont pas de raison d'être. Il n'y a pas de sens aux choses. C'est pas la peine d'aller chercher. Ou alors si on y va, on sait qu'on invente des choses. Voilà. C'est des songes. On peut avoir des songes, mais il faut savoir que les songes sont des mensonges. Voilà. Et c'est une vision que les philosophes ne partagent pas, mais beaucoup de philosophes prétendent qu'il faut être lucide. Une qualité philosophique que faire de la philosophie, c'est surtout ne pas se raconter d'histoire. Mais l'ivrogne, décrit par Rosset, ne se raconte pas d'histoire. Mais est-ce qu'il faut être ivrogne pour comprendre ça? Comment? Est-ce qu'il faut être ivrogne pour le comprendre? Alors, ce qu'il faut voir pour comprendre. On dit c'est une voie possible, elle n'est pas recommandable. Alors je pense que, bien sûr que c'est un provocateur aussi. Il est porté ici par un autre provocateur, bien sûr. Mais ça veut dire que l'histoire de l'ivrogne nous permet de comprendre davantage ce que c'est que sa philosophie. Voilà. Et c'est quand même un tour de force que de montrer que finalement, le vin, même dans ce qui est le pire, dans son vice, on peut en faire l'éloge. Oui, ça. C'est-à-dire il retourne souvent, on fait l'éloge des vertus, mais pas des vices. Lui, il montre que le vice est élogieux. Voilà. C'est un coup de force qu'il fait. Voilà. Alors, bien sûr que l'ivrogne, c'est pas que ce qui est dit là. Hein, c'est aussi la maladie, c'est aussi le fait qu'il faut le transporter. S'il est dehors et s'il fait froid, il faut le rentrer chez lui, pour pas qu'il attrape mal. Voilà. Il faut l'empêcher de prendre la voiture. L'ivrogne est autre chose que ce que nous décrit Raymond Rosset. Mais dans l'ivrogne, il y a cet aspect-là. Voilà. Et cet aspect, il la soutient. Il la soutient. C'est vrai, c'est vrai. La lucidité de l'ivrogne, tout le monde de la... Comment ? La lucidité de l'ivrogne, tout le monde en a été témoin, oui, c'est particulier. Alors, est-ce que c'est un scoop quand on dit l'ivrogne est lucide? Parce qu'on pense même que c'est lui qui voit double. On ne voit pas clair, parce qu'il n'arrive pas à accorder un œil avec l'autre. Et ce que nous dit Rosset, c'est que c'est les sobres qui voient double. Parce qu'ils voient derrière le monde un autre monde. Tu dis ça, mais tu penses que tu as des intentions. Tu voulais, je vais lire tes désirs. Non, les désirs se donnent pour ce qu'ils sont. Voilà. C'est ça que tu veux, mais tu veux cacher ce désir par un autre désir. Non. Il faut tout prendre au pied de la lettre. Les choses sont ce qu'elles se donnent. Elles sont ce qu'elles se donnent, et pas plus. Alors ça ne veut pas dire que les choses n'ont pas des causes. C'est-à-dire des conditions d'existence qui permettent qu'une chose existe. Mais elles n'ont pas de finalité. Tout ça ne va nulle part. Il n'y a pas un sens au fait qu'il y ait des roses. Il n'y a pas des roses pour les offrir à maman à la fête des mères. Voilà, c'est ça. Mais on croit souvent ça. Là, c'est péjoratif ce que je dis. Bien sûr, tout le monde ne croit pas. Mais vous voyez, ça veut dire qu'il y a une volonté. Il y a une volonté de quelque chose d'autre. On dit ça, mais on sait que dessous il y a quelque chose. Il n'y a rien dessous. La vie sert à quelque chose. À quoi peut servir la vie? À rien. À rien. Elle sert à rien. Voilà. Donc vous voyez, c'est catastrophique qu'elle ne serve à rien. Parce qu'en plus, elle est courte. On va parfois douloureuse. Mais la seule façon de la supporter, c'est d'abord de savoir qu'elle n'a pas de sens, que les choses sont ce qu'elles sont. Après, tous les romans qu'on écrit sur notre famille, sur nos amours ou nos haines, on écrit des romans. Voilà. Quand vous aimez quelqu'un, vous écrivez un roman sur cet amour-là. Et quand vous haïssez quelqu'un aussi. Mais tout ça ne sert à rien. Ça sert à rien. C'est du mensonge. Ouais, c'est une thèse. Alors on peut dire, oh, mais alors,
Alors, oui, mais alors, oui, on a pris des plis qui nous disaient autre chose. Donc je vous invite à épouser ce point de vue à un certain temps. Vous voyez, essayez de le soutenir pendant un certain temps. Plus vous allez soutenir ce temps-là, et plus nécessairement ça va entraîner des modifications dans votre conception du monde, bien sûr. Ça permet de prendre de la distance avec des événements de la vie auxquels on donne beaucoup d'importance. Je pense de rentrer dans cette philosophie. En tout cas, de ne pas s'embuer d'explications. Mais c'est radical quand même. Oui, c'est radical. On peut en prendre juste un petit peu. Non, on ne peut pas. Non, surtout. Le verre du condamné. Le verre du condamné. Oui, vous venez à parler tout à l'heure. Oui. Épicure qui était dans son bain. Alors, c'est une interprétation. Voilà, alors, dans l'interprétation qui est faite là d'Épicure, c'est une interprétation assez rare, qui est partagée par peu de monde, c'est qu'ils mettent l'accent sur le fait que Épicure se suicide, parce qu'il boit du vin pur, et que la tradition veut que le vin pur est tellement puissant qu'il emporte l'individu. Il faut le couper parce que c'est une boisson des dieux, on peut dire ça aussi comme ça. C'est la boisson de Dionysos, qui est un dieu. Donc si vous buvez du vin des dieux, ben vous buvez un vin trop fort pour vous. Donc c'est un suicide. Voilà. C'est une interprétation que je ne partage pas, hein, mais c'est intéressant qu'on ait pu penser à cette interprétation-là. Voilà. Alors le verre du condamné, on peut imaginer, je ne sais pas s'il y a peut-être des cultures auxquelles on donne satisfaction par du vin à des gens qui vont... C'est le dernier plaisir, le désert plaisir de la vie. Et si vous vous centrez sur ce plaisir-là, ben si vous sentez le vin, c'est que vous goûtez avec toutes vos possibilités de respiration, de goût, de langue, de gorge, de gosier par exemple, ben, vous rayez le chagrin de mourir. Parce que tant que vous buvez, vous n'êtes pas mort. Et après, que ça se fasse rapide. Voilà. Donc vous voyez, il y a un plaisir d'être lié à ses sens. Voilà. Le verre du condamné, c'est tant que je bois et tant que je trouve un plaisir, je ne suis pas mort. Et quand je suis mort, je ne sais pas que je suis mort. Voilà. Ça, c'est une discussion à la Épicure. Là, je vous sers de l'Épicure. Hein. Voilà. Ça veut dire que le jour où je suis mort, je ne sais pas que je suis mort, parce que les sens ont disparu, donc je ne souffre pas. Je souffre avant. Et donc avant, il faut le plus possible, voilà, même sous la guillotine, vous voyez, hop, un petit coup, juste au moment où il tire sur la corde pour que le ciseau tombe, hop, un dernier coup. Pour la route. Il n'y a pas de route après. On peut l'appliquer à n'importe quel produit. On peut... Moi, je dirais un produit qui peut être perçu par nos sens. Oui. Et chacun qui peut être différent, chacun d'entre nous. D'accord. Mais aujourd'hui, c'est le vin. Voilà. Oui, voilà. Je suis là pour le vin. Donc je n'ai pas le vin. Voilà. Et le vin, parce que c'est quand même un produit culturel de première importance. Il y a une ambivalence où il y a une contradiction. Le rapport au vin est à la fois souhaitable et naturel et à la fois sur la méfiance et un risque. Alors, il n'y a pas une ambiguïté comme ça permanente de l'homme avec le vin. Il l'aime et puis il le déteste. C'est bien que ça se méfie, non? Oui, parce que le vin est porteur de la meilleure et de la pire des choses. Mais comme toute chose, peut-être. Mais c'est vrai que c'est à chacun de mesurer quand est-ce qu'il parle de l'euphorie à l'ivrognerie, de savoir s'il se laisse aller à l'ivrognerie ou pas. Je pense que Rosset ne nous invite pas à être ivrogne, mais il nous dit, regardez l'ivrogne, il a une conduite partiellement qui est révélateur d'un rapport au réel que les gens sobres n'ont pas. Les gens sobres, ils considèrent que derrière une œuvre, il y a quelque chose. C'est comme les artistes, vous voyez. Les artistes, ils disent un tableau, mais je vais vous expliquer le tableau. Il n'y a rien à expliquer, le tableau, c'est le tableau. Voilà. Il n'y a rien à expliquer. Il y a la musique, on fait écouter une musique, on dit, vous voyez, dans cette musique, on entend ceci ou cela. Non, c'est de la musique, il n'y a rien derrière la musique. Et tous les artistes, presque tous, considèrent que derrière une œuvre d'art, il y a quelque chose d'autre. Il y a une explication, il y a une intention, il y a une recherche, il y a une expression du désir. Non, il y a une œuvre, c'est tout. On arrête là. Il y a un effet de forme et de couleur
et qui vous affecte. C'est tout ce qu'il y a là. Ça peut être forme et couleur, ça peut être son, harmonie ou désharmonie, etc. Voilà, il n'y a rien d'autre. Une société très contraignante. Et lorsque les hommes sortent de leur travail, ils vont ensemble boire. Et ce n'est pas simplement pour être simplement en communauté, mais c'est indispensable parce que ce n'est que lorsqu'ils ont bu qu'ils ont le droit de dire ce qui va bien ou ce qui va mal dans l'entreprise. Et donc là, c'est leur lucidité qui leur permet de dire ce que la société ne leur permettrait pas. Et à partir du moment où ils ont dit, ça a été entendu. Mais ce n'est pas retenu contre eux, même s'ils ont été critiques. Et ça, je trouve que ça, c'est très particulier. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Oui, mais il faut le prendre au sérieux. Parce que si on dit ça, on peut aussi interpréter la chose en disant bon, ils sont pris une bonne cuite, ils ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur, mais c'est parce qu'ils sont bourrés qu'ils l'ont dit, et finalement, ça ne nous interpelle pas plus que ça. Dans ce cas, ce serait juste un défouloir. Non, c'est pas perçu comme ça. Ça rentre dans la culture aussi. C'est comme le fou du roi. Le fou du roi, c'est la permission à un individu de dire des choses que les autres n'ont pas le droit de dire. Et il est intouchable parce que c'est le fou du roi. Des fois, il est touchable, quand même. Des fois, le Seigneur, il touche. Voilà, brutalement. Mais en général, il y a une liberté plus grande que d'autres. Voilà. C'est vrai aussi par l'art. On peut tenter de dire des choses dans l'art qu'on ne dit pas dans un discours construit, rationnel. Donc toi, tu dis qu'au Japon, quand ils s'expriment comme ça, c'est pris en compte après dans l'entreprise. Ah, d'accord. Et s'ils le disent en n'ayant pas bu, ils peuvent avoir des... Ils peuvent pas le dire, c'est impossible. C'est impossible. Et si jamais quelqu'un... Non, mais si jamais quelqu'un le disait, il pourrait y avoir des sanctions, j'imagine. Et celui qui ne participe pas à ces rencontres d'après-travail est exclu. D'accord. Parce qu'il ne joue pas le jeu, mais de cette parole vraie. Mais ça rejoint, moi ça m'impressionne ce que vous dites là, parce que ça rejoint complètement la théorie du philosophe. Bien sûr. Bon, c'est pas du vin, c'est du saké, c'est étonnant. C'est de l'alcool de riz. Je ne connaissais pas du tout ça. Mon Michel, est-ce qu'il existe des civilisations qui n'ont pas connu le vin? Je pense, et je pose la question, les Indiens d'Amérique, les Aztèques, les Égyptiens de l'époque des pharaons, et est-ce que ce manque a contribué à leur disparition dans une certaine On va dire oui, ce soir on va dire oui, hein, sans le vin on ne peut que disparaître. Hein. Non, je pense que non, je pense que le vin a une fonction dans nos cultures, mais dans d'autres cultures, il peut y avoir des fonctions équivalentes, peut-être, j'en sais vraiment rien, mais ces fonctions peuvent être tenues par des alcools, par exemple, par des drogues. Hein, voilà, par exemple, parce que le vin est une drogue. Voilà. C'est une drogue qui a certaines qualités. Hein, voilà. Donc il peut y avoir d'autres drogues qui font que c'est des fonctions que j'ai évoquées sont tenues par d'autres produits. Mais j'en sais rien vraiment. Il y a la chicha qui se consommait en Amérique latine, qui est une sorte, c'est l'équivalent de la vodka, et on crache dedans pour obtenir une fermentation. Et donc il y a des bières aussi en Égypte. Donc il y a d'autres moyens de s'alcooliser que le vin. Parce que le vin, vous pouvez le cultiver. Et ils avaient aussi des alcools comme ça. Pour les Indiens d'Amérique, je crois que quand ils ont commencé à goûter au vin, ça a contribué à la détérioration de relations. Hein. Je ne sais pas si les Aztèques, je ne sais pas s'ils ont connu le vin. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Non. Mais Michel, tu n'as pas prononcé le mot de bibine, ni même de pinard. Ah oui, c'est vrai. Tu cherches une raison à ce que je dis. Tu cherches un arrière-monde. Il faut prendre les choses comme elles se disent, c'est tout. C'est comme ça. Non, oui, il y a des manques. Je parlais de jaja, la jaja, comme ça. Vraiment, je fais un exploit de dire ça. C'est pas dans mon vocabulaire habituel. C'est vrai que chacun a son vocabulaire et on est un peu
contraint de rester dans ce vocabulaire, n'est pas très élargi mon vocabulaire. Mais c'est vrai, ça aurait été intéressant de trouver tous les noms. D'ailleurs, avant de venir, j'ai regardé un gros livre sur les expressions françaises. J'ai regardé aussi tous les noms qui permettent de désigner du vin. Il y a une liste très longue. Je crois quand même qu'un certain ministre qui a commencé à accuser le vin de bibine a porté un jugement non pas sur la quantité qui était au moment où ça s'est passé le problème crucial, c'est-à-dire la mévente des vins, etc., mais il portait un jugement sur la qualité du vin. Et ça, c'est pas passé au niveau des viticulteurs qui se sont révoltés. Malheureusement, il y a des morts. Prononcer le mot de bibine pour les viticulteurs, c'est un sacrilège. On attaque le vin non pas pour ce qu'il est, mais pour l'essence même de leur production, quoi. Hein, et donc ils se sont révoltés, et malheureusement la révolte a été réprimée, et il y a eu des morts. On peut prendre aussi la question du vin de cette façon-là. Ça aurait été intéressant. Voilà. Et dans le mot pinard, hein, il faut y voir le mot de la signification de drogue, hein, de poison. Hein, puisque quand les pinardiers à 7 déversaient le vin italien, hein, ça s'est mal passé, quoi. Hein, et donc, dans le vin, il y a les deux. Hein, il y a le bien et puis le mal qui peut colporter, c'est-à-dire qu'il peut contenir un poison quand il est répandu. Quoi. Oui, je pense que le pinard, c'est des vins de mauvaise qualité, c'est tout. Voilà. Dont le seul intérêt, c'est la quantité. Voilà. On peut penser à ça. Voilà. Ça veut dire le fait de faire travailler sa vigne au maximum, rendre la vigne au maximum. Aujourd'hui, on est dans une autre perspective. Il faut limiter les quantités produites par chaque vigne. Bon, à une époque, c'était le contraire, il fallait en tirer le plus possible, en fonction du cépage et en fonction aussi de l'organisation de la culture. Tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas si c'est bien à propos, mais tant pis, je me lance. Pendant la guerre de 14-18, le pinard, puisque vous en dites, c'est pas péjoratif, hein. Le pinard, nos braves soldats, Dieu merci qu'ils l'avaient, parce que sinon ils ne seraient jamais montés à la bataille. Dieu merci, ils n'auraient même pas dû en boire, ils n'auraient pas dû monter à la bataille. Mais ce vin-là, on leur a quand même un cercle. Donc, est-ce que le vin, à ce moment-là, pour cette jeunesse, parce que c'est bien de ça qu'on parle, la jeunesse qui a été décimée pendant ces 4 années qu'on est dans les centenaires, est-ce que le vin ne faisait pas partie un peu du courage? Ça ne leur donnait pas le courage de mourir, parce que là ils allaient mourir, ils savaient qu'ils allaient mourir. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je pense que ça ne donne pas du courage, ça donne de l'inconscience, de la perte de la mesure des risques. Bien sûr qu'un état euphorique, une ivresse peut permettre aux gens de faire des choses en minimisant les risques que comporte de monter à l'assaut. Donc, ça a été, le vin à ce moment-là a été politique. Bien sûr, c'est une drogue pour... Politique, ça a été exactement comme les Athéniens, c'était ça. Platon, qui disait que c'est politique pour le peuple. Quand Platon parle que c'est politique, c'est qu'il considère que c'est ce qui fait collectivité. Et que la collectivité peut parler de la collectivité. Bon, en fait, il s'agit de citoyens, hein, il ne s'agit pas des esclaves. Hein. Bon, les citoyens, ils se réunissent, et au moment où ils boivent, ils sont en train de discuter. Ils discutent. Bon, ils discutent parce qu'ils boivent. Voilà. Et parce qu'aussi, dit-il, c'est le moment de grande légèreté, le fait de l'alcool produit un effet qui fait qu'on a le verbe libre, un peu plus libre. Et pour Platon, on est un peu plus authentique. C'est comme on parle pour Platon. Je ne suis pas sûr qu'on soit plus authentique, mais Platon le pense. Il y a une plus grande authenticité de la parole. Et puis, mais en même temps, il ne dit pas que d'autres ont ce qu'on dit, c'est-à-dire que les gens parlent, mais ils ne s'écoutent pas. Voilà. Parce que chacun est dans son discours. Voilà. Chacun est dans sa pensée. Voilà. Donc, dire que la boisson permet
la collectivité, voilà. Je ne sais pas si un parlement où les gens auraient, à côté de la sonnette pour voter, le verre de vin, si ce serait voilà, une démocratie plus lucide. Voilà, je ne crois pas. Voilà. Mais bon, c'est la position de beaucoup de gens. C'est-à-dire, quelle que soit l'argumentation, c'est l'idée que le vin fait communauté. Alors vous avez ça avec Jésus-Christ, avec Platon. Voilà. C'est étonnant ça. Voilà. C'est étonnant. Mais on voit bien ça aussi. Hein. On voit bien, je prends un exemple au hasard, dans Metz, il y a des rues où on fait des repas de rue, hein, ou d'impasse. Bon. Et on voit bien que, et tu connais bien ça puisqu'on est à la même impasse, tu vois bien combien le fait de boire est important. Voilà. Et j'allais dire, il y a une discussion sur ce qu'on boit, alors que sur ce qu'on mange, pendant qu'on mange, on ne discute pas de ce qu'on mange, on est content de manger, mais par contre, je me rappelle dans ce cas-là, que dans cette rue-là, il y a ceux qui boivent du vin et ceux qui boivent de la bière, mais la bière a une place prépondérante sur le vin. Voilà. Et donc, voilà. Donc c'est pas une impasse vinique, c'est une impasse à la bière. Voilà. Mais c'est vrai qu'on se réunit souvent pour ça. Et parfois, même on dit on va faire un apéritif. Alors on ajoute dînatoire, d'accord, mais c'est quand même un apéritif quand même. Ce que tu disais sur Clément Rosset, j'ai été, enfin, soit je ne comprends pas bien, c'est peut-être bien le cas, mais tel que on peut définir l'ivrognerie, qui débouche, si c'est poussé à l'extrême sur le code éthique, c'est en tant que tel une défaite de la raison. Ou alors, il faudrait que l'on précise comment la lucidité ne peut ne pas se conjuguer d'une manière ou d'une autre avec la raison. Et ce qui m'intéresse, Clément Rosset, quand il dit ça, quand il construit ce paradoxe, est en plein un sujet raisonnable pour construire le paradoxe. Donc il contredit en lui-même ce qu'il dit. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai, mais il considère que l'installation du concept de raison, ou la croyance qu'il y a une raison, hein, est une illusion. Une illusion, c'est de l'arrière-monde, c'est une invention. Voilà. Bien sûr qu'il pense ça. Et donc, alors c'est vrai que lui, il atteste de l'existence du réel en disant ce qui n'est pas le réel, hein, tout ce qui est des fuites par rapport au réel. Alors bien sûr qu'il accepterait de penser qu'il le fait grâce à sa raison. Hein, bon, et c'est vrai qu'il met de côté la raison, voilà, comme étant inauthentique. C'est pour ça que moi, tout à l'heure, comme ça incidemment, je dis que pour connaître le réel, il n'y a que les sens qui permettent d'accéder au réel. Voilà. Donc je dépouille même les capacités intellectuelles de faire retour au réel. Mais il n'empêche que c'est une proposition intellectuelle raisonnante qui affirme que par les sens on retourne au réel. Voilà. Bien sûr qu'il y a un paradoxe. Bien sûr qu'il y a un paradoxe. Alors, ce qui compte, c'est finalement pas tellement le fait de savoir si la raison est absolument nécessaire ou pas. C'est qu'au nom de la raison, on crée un autre monde que le monde réel. Voilà. Et c'est ça qui est condamné par Rosset. C'est qu'on considère que ce qui compte, c'est pas ce qui se passe réellement, c'est la logique qu'on développe. Voilà. Donc on peut soutenir des choses par la raison qui sont insoutenables. Voilà. Il faut souffrir, par exemple. Donc, voilà. On voit bien que les raisonneurs, on les voit au primaire. C'est que des raisonneurs. Hein. On voit bien que des gens qui se présentent les uns contre les autres sont obligés de trouver suffisamment d'arguments de raison dans des positions différentes, en sachant que parfois ils ont défendu des positions qu'ils ne défendent plus maintenant. Voilà. Et donc, au nom de la raison, on invente une pièce de théâtre dans laquelle chacun peut prendre la parole et peut se présenter. Voilà. C'est ça qui est condamnable. Voilà. Alors, est-ce que la raison est condamnée à créer des scénarios fictifs, ou est-ce que la raison peut nous amener à revenir à l'essentiel, c'est-à-dire au fait de l'existence, du réel. Voilà. Alors c'est vrai que... Mais Clément Rosset se moquerait un peu de se montrer en contradiction. Voilà. Pour lui, tout ça, c'est à peu près pareil. Quoi.
pas pareil. Parce que ce qui compte, c'est non pas la raison en elle-même, mais le jeu qu'on lui fait jouer. Voilà. Et si le jeu, c'est de ramener l'individu au réel, alors on peut le prendre. Mais si c'est pour l'éloigner du réel... Voilà. Oui, par exemple, la raison chez Kant, c'est quoi? C'est de dire, il y a les choses que je perçois et les choses telles qu'elles sont, et que je ne perçois pas. Donc il y a les phénomènes, je les perçois, ils sont dans l'espace et dans le temps, par exemple, mais ça, c'est soutenu par une chose que je ne vois pas, mais qui existe quand même. Il appelle ça le noumen ou la chose en soi. Il articule ça comme ça. Il dit, ce que nous le voyons toujours au travers de lunettes très particulières, qui est le temps et l'espace. Et aussi notre sensibilité. Le chaud, le froid, je le sens. Et ça veut dire que les choses ne sont pas ni froides ni chaudes, c'est moi qui les sens chaudes ou froides. Et donc ça veut dire que ma raison m'enseigne qu'au-delà des choses telles que je les touche, il existe une chose en soi. Une chose dont les hommes ne peuvent d'aucune manière approcher. Alors, Rosset là-dessus dirait, on peut raconter cette histoire. Mais le but, souvent ces philosophes, c'est de créer un autre monde, un monde parallèle au nôtre. Et faire que ce monde parallèle au nôtre devienne plus important que notre monde. Donc, quand les théories rationnelles deviennent plus importantes que le réel, c'est insupportable pour lui. Il y a des militants politiques qui font ça. C'est qu'ils nient la réalité au nom de grands principes et de grandes théories. On en voit ça. Moi-même, j'y ai participé. Voilà. À cette déviation. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des théories, on peut monter des théories pour justifier ce qui est injustifiable. Voilà. Et on fait ça en permanence. En permanence, on fait ça. Donc il faut toujours vérifier si on n'a pas inventé... voilà. Donc, sur les arrière-mondes, il faut en dire le moins possible. Parce que les arrière-mondes nous créent, non seulement il y a deux mondes parallèles, ça nous amène à mépriser ce monde-ci au nom de l'autre monde, qui est plus vrai, plus beau, et qui est essentiel. Et ça nous fait quitter le monde-ci. Et nous avons que ce monde-ci. Et c'est pas pour longtemps. Donc au nom de grandes... Il ne faut pas que les théories, on peut dire ça comme ça, l'emportent sur le réel. Donc la raison, soit elle va créer un monde qui va devenir plus important que ce que nous vivons. Vous avez ça dans les relations humaines. Vous avez des relations avec vos proches, et puis vous en faites des théories. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'expérience de la vie sociale, ou est-ce que c'est les théories de la vie sociale? Qu'est-ce qui est le plus important? La vie sociale ou les théories de la vie sociale? Si c'est la vie sociale, si les théories vous permettent de vous inscrire mieux dans la réalité, dans le réel, alors il faut garder ces théories. Mais si c'est simplement pour vous égarer et vous éloigner du réel, il faut abandonner ces théories-là. Voilà ce que... Ça s'arrête là. Hein. Bon, il n'y a pas de condamnation massive de la raison, mais des fonctions de la raison. Oui. T'as pas soif? Voilà, merci, bonsoir. Donc, demain, c'est à Jacques et Cécile.